Bonjour à tous, merci de participer à cette session. Je m'appelle Julien, je fais partie de l'équipe d'évangélistes techniques d'AWS et je me concentre sur l'IA et le machine learning. Et aujourd'hui, je suis accompagné par Renaud, qui est là, et qui nous parlera tout à l'heure de comment EarthCube utilise le deep learning sur AWS. Alors, je pense qu'à ce stade de la journée, vous avez déjà vu cette présentation, et en tout cas ce slide plusieurs fois. C'est l'ensemble des services d'IA et de machine learning d'AWS qui sont organisés en 3 couches. Une couche de haut niveau, avec des services d'API qui ne nécessitent aucun entraînement. Vous vous contentez de les appeler, de passer vos données, et dans la plupart des cas, en temps réel, vous recevez une réponse. Donc pour de l'analyse d'images, du text-to-speech, du speech-to-text, etc. Mais bien sûr, lorsqu'on a envie d'entraîner ses propres modèles avec son propre jeu de données, d'amener son propre code de deep learning en particulier, il faut descendre d'un niveau et travailler dans cette couche intermédiaire donc, qui est organisée autour d'un service qui s'appelle Amazon SageMaker, qui est un service de machine learning manager qui va vous permettre d'entraîner aussi bien des algos sur étagère que votre propre code de deep learning, mais sans jamais avoir à vous occuper du moindre serveur. Et donc, c'est là qu'on va travailler aujourd'hui. Okay, et bien sûr, si vous avez envie ou besoin de gérer vos propres instances EC2 et de contrôler exactement la façon dont l'infrastructure se comporte, vous pouvez aussi travailler au niveau le plus bas avec des instances EC2 et différents outils dont on va un petit peu parler. Alors, le premier point qui est important, c'est, même si on va parler de TensorFlow et d'MXNet, c'est qu'on est vraiment complètement agnostique vis-à-vis de ces frameworks. On n'a pas de préférence particulière et on s'assure que nos clients puissent utiliser n'importe lequel de ces frameworks dans les meilleures conditions possibles. Donc on les optimise, on en parlera un petit peu tout à l'heure, pour que vous ayez la meilleure performance et le meilleur rapport coût-performance avec ces différents services. Et puis bien sûr, on vous laisse le choix est essentiel pour vous, soit d'utiliser ces frameworks de manière managée, donc avec un service comme SageMaker, soit de tout faire tourner vous-même, donc comme je disais tout à l'heure, d'utiliser des instances EC2 et de gérer exactement la façon dont l'infrastructure d'entraînement ou l'infrastructure de prédiction est construite. Okay, nous, on n'a pas de préférence, on travaille sur tous ces angles en même temps. Alors, si vous voulez utiliser de l'infrastructure managée, si vous voulez vraiment concentrer 100% de vos efforts sur du machine learning, le service donc, Amazon SageMaker est sans doute celui qui vous plaira le plus. C'est un service qui vous permet sans rupture de passer de l'expérimentation à l'entraînement, au déploiement, à n'importe quelle échelle, sans jamais avoir à gérer la moindre infrastructure. Okay, donc 100% de votre énergie et de votre temps est passé sur la construction du modèle, le choix des paramètres, l'optimisation du modèle, et vous laissez SageMaker piloter, gérer complètement l'infrastructure. C'est un service qui est utilisé par de nombreux clients aujourd'hui, et on trouve aussi bien des startups que des grands comptes. Je peux vous donner l'exemple d'Intuit. Donc Intuit, c'est une société qui fournit des services financiers à ses clients. Et ils ont utilisé SageMaker pour créer un modèle qui va analyser les relevés bancaires des entreprises et marquer des dépenses qui sont déductibles. Okay, et qui n'auraient pas peut-être été identifiés par la société. Et en moyenne, avec cette fonctionnalité assez simple, ils font économiser plus de 4 000 $ par mois à chacun de leurs clients. Okay, donc voilà un exemple d'utilisation de machine learning avec SageMaker. Si vous voulez construire vous-même votre infrastructure d'entraînement et de prédiction, alors vous avez un ensemble d'instances EC2 à votre disposition. Et on a aussi construit une AMI, donc une image machine, donc qui est le fichier qui nous sert à construire les machines virtuelles, EC2, donc, et ce qu'on appelle la Deep Learning AMI. Et donc cette Deep Learning AMI, elle regroupe la plupart des librairies de machine learning et deep learning open source dont vous aurez besoin. Donc toute cette liste-là, plus
les drivers NVIDIA pour les instances GPU, plus encore d'autres outils. Okay, donc l'idée, c'est vraiment de vous mettre à disposition une AMI que vous pouvez démarrer en quelques clics et qui vous permet de travailler sans avoir à commencer à installer toutes ces différentes librairies et à perdre du temps avec ça. Et il y a littéralement quelques jours, on vient d'annoncer un peu la même chose, mais sous forme de containers. Okay, donc c'est ce qu'on appelle les Deep Learning Containers. Ils sont disponibles pour l'instant pour TensorFlow et MXNet, et PyTorch va arriver rapidement. Donc pareil, des containers préconstruits, préoptimisés, que vous pouvez exécuter sur les différents environnements de containers qui sont disponibles sur AWS ou sur EC2 si vous voulez gérer Docker vous-même. Alors quelques mots sur TensorFlow. Donc TensorFlow, c'est un projet open source, c'est une librairie de machine learning au sens large. Bon, la plupart des gens s'en servent pour du deep learning. Son API principale est en Python, même si aujourd'hui elle ajoute progressivement du support pour d'autres langages. Alors, quand je parle de support expérimental, simplement pour préciser que l'API en fonction des langages n'est pas forcément complète ou pas forcément complètement testée. Donc en fonction du langage que vous voulez tester, voilà, vous pouvez avoir soit toutes les fonctionnalités, soit une partie des fonctionnalités. L'API la mieux supportée est évidemment Python. Ce qui est intéressant dans TensorFlow, c'est qu'on a un ensemble d'objets qui nous permettent rapidement de construire des architectures neuronales de tout type. Donc on a envie de faire des réseaux fully connected ou des réseaux à convolution ou des réseaux récurrents, on a tout ça prêt. Et donc on n'a pas besoin d'aller écrire énormément de code pour concevoir tout ça. On peut aussi exécuter le processus d'entraînement de deux façons, donc soit de manière symbolique, c'est-à-dire on définit tout le réseau neuronal, on l'optimise, et ensuite on l'entraîne, mais on l'entraîne un peu en boîte noire, ce qui veut dire que le diagnostic, le debugging est compliqué. Voilà, mais on a de bonnes performances. Ou alors, depuis quelques versions, on peut utiliser le mode impératif, où là, eh bien, on va pouvoir, pendant le processus d'entraînement, inspecter le réseau, mettre des breakpoints si on a envie, modifier le réseau dans certaines architectures innovantes, on peut avoir envie de faire ça. Voilà, et on paye une petite pénalité de performance. Donc on peut combiner les deux, on peut utiliser le mode impératif lorsqu'on expérimente et le mode symbolique lorsqu'on fait de la production. Et puis, on a évidemment Keras, qui est une API de haut niveau, qui a été rajoutée au-dessus de TensorFlow et d'autres back-ends, on en parlera tout à l'heure, et qui rend encore plus simple la construction, l'entraînement de modèles. Et c'est sans doute aujourd'hui la librairie la plus accessible et la plus populaire pour apprendre le deep learning. Donc on a beaucoup de clients qui font du TensorFlow sur AWS, peut-être parce qu'il y a 85% des workloads TensorFlow dans le cloud qui tournent sur AWS. Donc on a été un peu surpris quand on a découvert ce chiffre. Et donc on a jugé qu'évidemment ça nous donnait une espèce de responsabilité à ce que eh bien, TensorFlow tourne le mieux possible sur AWS. Donc voilà un exemple d'optimisation qui est mené par nos équipes. Ici on a pris une architecture de deep learning qui s'appelle ResNet 50, qui est un modèle de classification d'images. On l'a entraîné sur un gros dataset qui s'appelle ImageNet, et on a comparé la version TensorFlow de base, non optimisée, celle que vous pouvez trouver partout, on va dire, et notre version. Et on s'est rendu compte sur la même instance, donc ici une instance C5, donc basée sur les derniers Intel Skylake, et bien que notre version était 11 fois plus rapide. Donc ça, c'est un benchmark qui a à peu près 6 mois, et donc on continue à faire ce travail de fond sur les frameworks pour s'assurer qu'ils fonctionnent au mieux sur les différents types d'instances qui sont disponibles sur AWS. On a aussi travaillé sur les instances GPU. Alors on a des gros clients, des clients qui utilisent des centaines de GPU, et on s'est rendu compte que la version standard de TensorFlow ne scalait pas linéairement avec 256 GPU. Ce qui veut dire concrètement que lorsqu'on double le nombre de GPU utilisés sur un entraînement, eh bien, à partir d'un certain moment, on n'a plus ce facteur d'accélération x2. Donc la courbe d'accélération s'aplatit, et c'est embêtant parce que ça veut dire qu'une grosse partie des GPU qui sont utilisés ici
ne servent à peu près à rien, et donc c'est une dépense inutile. Okay. Donc on a réglé ce problème, on a remodifié le code GPU de TensorFlow, et donc maintenant la version que vous utilisez, que ce soit sur SageMaker, sur la Deep Learning AMI ou sur les Deep Learning Containers, elle va scaler quasiment idéalement jusqu'à 256 GPU. Donc cette fois, si on double le nombre de GPU, on a quasiment jusqu'à 256 GPU le temps de training qui est divisé par 2. Okay. Et donc concrètement, ça veut dire qu'un ResNet 50 entraîné sur ImageNet, donc des millions d'images, on va passer de 30 minutes à 14 minutes. D'accord. Et quand on a des clients, Renaud vous l'expliquera tout à l'heure, quand on a des clients dont les temps d'entraînement sont en semaines, vous vous rendez compte que ce genre d'optimisation est très très significatif. Alors un petit mot rapide sur MXNet. Donc MXNet, c'est une autre librairie de deep learning, un petit peu plus récente. Elle a l'avantage, elle, d'être implémentée nativement en C++, et donc son API native est en C++. Okay. Ce qui veut dire que, je dirais, par défaut, par construction, elle est vraiment extrêmement rapide. Elle aussi, elle a tout un tas d'objets et d'API qui vous permettent de construire tout type d'architecture. Elle supporte davantage de langages, et de manière un petit peu plus, on va dire, couvrante que TensorFlow. Donc, évidemment, C++, mais aussi Python, Scala, Clojure, R, Julia, Perl. Alors, si quelqu'un fait du deep learning en Perl, ça m'intéresse, j'aimerais savoir ce que vous faites. Et on a aussi Java, mais alors uniquement pour l'inférence, hein, uniquement pour la prédiction, parce qu'évidemment, il y a beaucoup d'applications Java qui ont envie d'embarquer un modèle prédictif et donc de l'invoquer en Java localement dans le code. Okay. Et là aussi, on a cette distinction entre API symbolique et API impérative. L'API impérative de MXNet s'appelle Gluon, hein, je vous la montrerai tout à l'heure. Alors elle est en Python à 100%. Et un des avantages de Gluon, c'est que Gluon inclut des toolkits, qui s'appellent Gluon CV et Gluon NLP, pour la vision artificielle et le traitement du langage naturel, et un grand nombre de modèles préentraînés que vous pouvez vraiment utiliser en quelques lignes de code. Je vous montrerai un exemple tout à l'heure de segmentation, vraiment en 3-4 lignes de code, vous verrez, c'est pas mal du tout. Donc ça vous permet là aussi d'aller vite et de réutiliser des modèles sans avoir nécessairement à réentraîner quoi que ce soit. Donc, on a aussi pas mal de clients sur MXNet. Ce qu'ils apprécient dans MXNet par rapport à d'autres librairies, c'est notamment ces fameux toolkits Gluon qui leur permettent de construire des modèles rapidement. La compatibilité avec ONNX. ONNX, c'est un format d'échange de modèles entre librairies. Donc, vous pouvez prendre un modèle qui a été entraîné avec PyTorch, par exemple, et exporter au format ONNX et le charger directement dans MXNet sans avoir à le redéfinir, à le réentraîner. Okay. MXNet peut aussi être utilisé comme back-end pour Keras. Hein, donc par défaut, la plupart des gens utilisent TensorFlow, mais MXNet a aussi été intégré en tant que back-end Keras. Et on constate une accélération assez notable lorsqu'on passe de l'un à l'autre. Voilà. Voilà. Il y a d'autres features techniques, hein, le scaling de MXNet qui était linéaire quasiment depuis le début. Voilà, et d'autres fonctionnalités qui font que pour le déploiement de code avec des langages comme Java ou le serveur de modèles, etc., le déploiement de modèles se fait de manière assez simple. Alors je vais passer la parole à Renaud, merci beaucoup d'être avec nous aujourd'hui, qui va nous expliquer comment EarthCube processe des images de taille assez notable sur AWS. Merci beaucoup. Bonjour. Du coup, merci déjà, Julien, de m'avoir donné l'opportunité de parler ici. Donc, je vais vous expliquer un peu comment on utilise, nous, AWS chez EarthCube, et aussi comment on a progressé, c'est-à-dire du début où on va utiliser des instances de manière assez simple, et puis le futur, qu'est-ce qu'on envisage sur les services éventuellement managés. Donc, avant de parler de tout ça, je vais peut-être vous parler de ce qu'on fait. Donc EarthCube, finalement, en fait, c'est assez simple. Ce qu'on cherche à faire, c'est résoudre ce problème. Donc, hop, si j'appuie, voilà. Non, c'était pas le bon, désolé. C'est le... Ah, pardon. Donc voilà, excusez-moi. Donc, on va essayer de résoudre ce problème. C'est-à-dire que quand on parle de surveillance, quand on parle de recueil d'informations sur le terrain pour voir comment se comporte une infrastructure, comment se comporte par exemple une ville, comment se comporte un aéroport. Et bien, on recueille beaucoup d'informations, de plus en plus d'informations, sauf qu'en fait, on ne les traite pas tous, en fait on n'en traite que 5%.
C'est le fameux mur de données dont tout le monde parle et qui est particulièrement vrai quand on fait de la surveillance de sites, quand on va regarder des infrastructures, regarder par exemple des villes, regarder de l'environnement ou regarder des sites d'intérêt stratégique. Et c'est encore plus particulièrement vrai quand on parle d'imagerie, puisqu'on a une explosion du volume d'images satellites, du volume d'images aériennes, et avec aujourd'hui, pas une explosion de nombre de gens pour regarder les images. Imaginez-vous, vous avez tous regardé Google Maps, hein, imaginez-vous le travail d'un analyste image, que ce soit dans le gouvernement ou un analyste civil. Ce qu'il va faire, c'est qu'il va prendre une image qui fait l'équivalent de la taille de Paris, et on va lui demander de compter toutes les voitures dedans. Donc vous prenez Google Maps, vous tapez tout Paris, même intramuros, hein, et vous comptez toutes les voitures. Vous voyez que c'est quand même très painful et que ça prend un temps fou. Et donc aujourd'hui, on sort, si on regarde toutes les constellations, si on regarde tous les producteurs, il y a des dizaines, des centaines d'images par jour qui tombent, et donc qui sont des milliers même, on peut dire des fois, et qui sont principalement non utilisées. Donc nous, notre but, ça va être d'utiliser l'intelligence artificielle pour résoudre ce problème. En particulier pour ce qu'on appelle la surveillance de sites stratégiques. Donc stratégique, ça va être soit pour des gouvernements, donc des sites qui ont une grande valeur stratégique, soit pour des industriels, donc typiquement, par exemple, si on est Total, ça va être des pipelines, soit pour éventuellement de l'environnement. Et donc aujourd'hui, notre produit, si on utilise de l'intelligence artificielle pour avoir un service, ce qu'on appelle de géo-intelligence, de géo-information, qui va permettre de surveiller des sites et d'avoir des alertes quand il se passe quelque chose de manière complètement automatique. Donc on a cette liste de sites, ici un aéroport. On voit que sur cet aéroport, on peut cliquer sur l'aéroport et puis on peut voir une évolution du nombre d'avions, par type d'avion, aussi par sous-zone de l'aéroport, et ainsi envoyer des alertes. Et puis après, on peut voir aussi les paramètres de ces zones, les paramètres de cet aéroport, et comment ont été paramétrisées les alertes. Puis après, bien sûr, on peut aller voir sur la carte, visualiser nous-mêmes l'image, visualiser différentes zones de l'aéroport avec les différents alertes liés. Donc par exemple, si on sait qu'il y a tel avion qui va arriver en telle zone de maintenance, ça veut dire que cet avion est par exemple inopérant, et donc ça peut vouloir dire pour la personne qui surveille cet avion ou qui va avoir une idée de l'activité de l'aéroport, que par exemple cet avion est inopérant. Donc on a ici par exemple des hélicoptères qu'on va détecter. On fait exactement pareil du coup avec des véhicules, des avions, et puis des bateaux, des routes, on va aussi faire de la cartographie, etc. Tout ce qui va être en fait de surveiller des assets un petit peu critiques. Donc ça, c'est l'intelligence artificielle qui nous permet de faire ça, qui nous permet de détecter ici. Donc ici, on a un avion qui est ici dans une certaine zone, qui veut dire quelque chose pour le client à la fin, et qui va pouvoir ainsi en tirer de l'information de manière complètement automatique. Et donc ensuite, on utilise ça en faisant du deep learning sur TensorFlow, sur AWS. La première question, c'est pourquoi faire du deep learning? Parce que même sur TensorFlow, même sur AWS, le deep learning, en particulier sur des images satellites, on va le voir, c'est compliqué. Donc pourquoi? Parce que vous voyez, une image satellite, ça ressemble à ça. Donc ce que vous voyez au centre, en fait, c'est des véhicules. Et ça, c'est une image de pas mauvaise qualité, en fait. Et donc on a des reflets sur les pare-brises, on a des occultations avec de l'ombre, on a des voitures qui sont cachées par des bâtiments. Et nous, ce qu'on détecte, c'est ce qui est en violet, c'est les véhicules. On veut savoir quels sont les véhicules, quelle est la densité de véhicules ici. Et donc c'est une tâche qui est très compliquée, c'est même très compliqué pour un humain. C'est-à-dire que les humains qui font ça, ils ont des taux de détection qui peuvent des fois varier de 10%, 15% si l'image est de mauvaise qualité, s'il y a du vent de sable, s'il y a des perturbations atmosphériques. Donc c'est une tâche très compliquée. Et donc aujourd'hui, il n'y a que le deep learning qui permet de faire ça. On a tous entendu que les réseaux de neurones, l'intelligence artificielle, c'est pas neuf, c'est vrai. Ça date de quelques années déjà. Par contre, les révolutions qu'ont permis les réseaux convolutionnels, les rétropropagations et l'apprentissage profond permet vraiment de débloquer en vision artificielle toute une série d'applications qui n'étaient absolument pas faisables avant. Sans le deep learning, ce genre d'application sur ce genre d'image n'existe pas. Ensuite, pour TensorFlow, c'est flexible. En particulier, nous on utilise avec Keras, et donc ça permet de tuner, de recoder ses propres réseaux. On va en parler un petit peu après, parce que nous on n'est pas capable, avec les réseaux sur étagère, d'avoir les performances qu'on veut. On est obligé de tout tuner, de repartir from scratch, de des fois faire du transfert, mais des fois repartir avec des réseaux complètement blancs, et donc de réapprendre des réseaux custom. Et ensuite, AWS, c'est assez simple, vous en avez entendu parler. Quand on commence une startup, alors aujourd'hui on est une trentaine, on est assez content, mais quand on a commencé à 3-4,
On veut surtout pas s'embêter avec le stockage, le compute, le scaling. Et encore maintenant, on veut surtout pas s'en occuper. Il y a des gens, c'est leur métier, c'est AWS, ils font ça beaucoup mieux que nous. Ils hébergent des services qui sont utiles, ils ont beaucoup plus de savoir-faire technique que nous. Et donc, ils permettent de nous focaliser sur nos savoir-faire, qui est comment servir le métier avec des algorithmes d'IA. Un petit mot quand même sur la technologie. Je le disais, c'est compliqué de faire de l'intelligence artificielle sur une image satellite. Les images sont grosses, les clients ont besoin, c'est des gens, on ne va pas les voir avec 90% de performance. En dessous de 95%, ils ne nous parlent pas, hein, que ce soit des gouvernements ou que ce soit des gens qui font de la surveillance d'assets critiques. Ils ont besoin de beaucoup de performance. Les données, on peut aller prendre des données, un coup en France, un coup en Finlande, un coup en Australie, un coup au Moyen-Orient, avec un coup c'est de la neige, un coup il y a du vent de sable, un coup c'est de la forêt. Donc on a vraiment des satellites qui vont faire de 30 cm à 1 mètre de résolution. Donc on a besoin vraiment de choses assez complexes par rapport à d'autres personnes. Donc nous, on va utiliser beaucoup de la segmentation et de la détection d'objets, donc des choses qui sont assez intensives en calcul, avec des architectures implémentées sur Keras, mais qui sont à chaque fois custom. C'est-à-dire qu'on a déployé nos propres architectures basées sur des papiers, donc par exemple basées sur des RetinaNet ou sur des UNet, et qu'on a tweaké et rendu customisable grâce à des fichiers de configuration assez simples. On travaille beaucoup en R&D sur des sujets comme l'ensembling, comme des réseaux larges, donc les ResNext, comme des capsules, des réseaux bayésiens, pour justement débloquer certaines applications de performance. Et aujourd'hui, on n'utilise quasiment aucun réseau sur étagère. C'est-à-dire qu'on prend le SegNet de base, il ne marche pas chez nous, tout simplement. Un truc qu'on utilise beaucoup aujourd'hui en production dans nos architectures qui a permis de débloquer beaucoup d'applications, c'est de mettre du PSP, donc du Spatial Pyramid Pooling, et des réseaux, et rajouter des couches ResNet et des skip connections un peu partout. Ça nous a permis de prendre en compte les contextes spatiaux liés aux images satellites, qui va permettre de dire, l'imagerie satellite, elle sait qu'elle va pouvoir prendre en compte, on va dire le réseau va pouvoir prendre en compte le contexte spatial de l'image, qui est une route. Sur une route, il y a plus de chances d'avoir des voitures. Sur la mer, il y a plus de chances d'avoir des bateaux, etc. Et grâce à ces fine-tuning, on va pouvoir prendre ça en compte. Et même au niveau des loss, on va aller chercher des loss custom, que ce soit au niveau de, par exemple, le premier truc qu'on a fait, c'est faire des loss biaisés, puisque par exemple, si on fait de la détection d'image, on a 1 milliard de pixels, il y a 200 bateaux dessus, 99,9% des pixels de l'image ne sont pas des bateaux. Donc si on fait tourner un réseau de base comme ça, il va détecter tout en non-bateau et on aura 99% de perfos. Et en fait, en pratique, les perfos seront nazes. Donc on va aussi développer nos propres loss, nos propres fonctions d'optimisation. Qu'est-ce qu'on a construit sur AWS, du coup, pour permettre ce genre de choses? Donc la première chose, vous avez déjà dû l'entendre, la première chose qu'on a construit à scale, c'est le labeling. C'est comment labelliser des données, comment faire des datasets. Et pour ça, aujourd'hui, on a labellisé plus d'1,5 million d'objets sur des images satellites. Et pour ça, on a travaillé avec une entreprise qui fait du labeling, qui s'appelle Ingedata. On a travaillé à une plateforme hébergée sur AWS, qui nous a permis que les gens d'Ingedata labellisent directement sur notre plateforme qui est hostée par AWS. Quand ils vont labelliser des images, ça va directement être disponible dans notre data lake sur S3. Et du coup, quand un data scientist veut gérer un dataset, cette image est déjà disponible. Ça paraît rien, mais en fait, quand on labellise 10 000 observables par jour, s'envoyer des fichiers par FTP avec le versionning, correction de datasets, etc., c'est l'enfer. Donc ça, c'est une des premières choses qu'on a déployées à Scale qui nous a permis vraiment de passer à l'ère industrielle. C'est-à-dire cette labellisation d'objets en masse. Cette labellisation est faite en continu. Donc un data scientist chez nous, il a un petit outil qui lui permet de générer des datasets, donc de partir d'une image satellite à un truc, on va dire un dataset sur lequel il peut entraîner son algo. Et s'il vient lundi et puis s'il vient le mardi, il y aura eu des labellisations qui sont faites et donc quand il générera son dataset, il y aura plus d'images disponibles. Tous les jours, il y a des images qui s'empilent. Au niveau du training et de l'inférence aussi, déjà on s'est basé sur, on utilise beaucoup les AMI, on a pris l'AMI AWS qu'on a un peu customisé à notre goût, mais qui permet d'avoir à chaque fois quelque chose de standardisé, donc quand on fasse du training ou de l'inférence, on spin toujours la même AMI. On a des trainings qui sont potentiellement des fois assez computer intensives, donc des fois on va dire plus de 1000 images, une image satellite, ça peut faire jusqu'à 4 milliards de pixels, 4 milliards, et donc des fois on peut utiliser juste 1000 images, donc ça peut prendre 2-3 semaines, 4 semaines sur une P8X,
P3.8x qui va être avec 4 GPU P100. Et donc on utilise ces instances pour faire du training, pour faire de l'inférence et pour déployer nos algos. Ce qui est intéressant, c'est qu'au début, quand on a commencé, on utilisait juste des petites instances EC2 pour faire un peu d'inférence, etc. Et plus ça va, aussi plus la zoologie d'instances GPU commence à s'étoffer, avec de plus en plus de types d'instances. On va pouvoir aussi, en fonction des cas d'usage, optimiser pour le coût. Et finalement, ça je vais en parler juste dans le slide d'après, c'est qu'on utilise aussi S3 pour, on va dire, faire du versionning et faire du déploiement de nos containers avec une petite task qui s'appelle Celery. Donc on n'utilise pas encore SageMaker, on en parlera un petit peu, mais ça permet une fois qu'un algo est terminé, on appuie sur un bouton, ça spin up des instances sur AWS, ça va chercher tout ce qu'il faut, etc. Et ça permet de déployer le container. Donc comment on le fait exactement? C'est comme ça. Du coup, on a sur Amazon des poids et une architecture qui sont versionnés. Donc l'architecture du réseau, les poids sont sur AWS. On a quelque chose qu'on met sur GitHub qui est un fichier de configuration pour la prédiction. Et on a aussi un Docker qui est aussi hosté sur un registry sur S3, qui est ce qu'on appelle le predict, qui est la fonction qui permet de prédire. Et une fois que le data scientist est content, il appuie sur un bouton, donc ça pool ses poids sur S3, ça commit le config.yaml, ça va déclencher une instance EC2, ici, qui va aller chercher justement sur S3 ses architectures, ses config.yaml, ce Docker, repackager tout ça dans un autre Docker, et ça va être ainsi disponible pour n'importe quelle instance de prédiction chez nous. Et c'est exactement pareil quand on lance un job. Quand on lance un job, on est encore sur des systèmes comme ça, où on a une task, on va lancer un job, ça va spinner une instance EC2, une AMI EC2 standard de chez nous, pouler le Docker associé, lancer la prédiction, sauver les résultats sur S3, killer l'instance, et voilà. Et donc un peu comme SageMaker. Et donc ça, à la fin, voilà, ça nous permet de prédire et d'avoir ces fameuses prédictions sur des images satellites qui nous permettent de tourner en production. Ça fait maintenant 3 ans qu'on a commencé, on est parti comme je le disais, de petites instances EC2 et on a de plus en plus managé certains process. Au début, on utilisait EC2, on utilisait AWS juste pour du stockage et du bare metal. On utilisait EC2, on se connectait en SSH, etc. Et on stockait nos choses comme si c'était un gros disque dur sur S3. Et plus ça va, plus on est en train d'intégrer les choses. Mais à la fin, pour ceux qui font du deep, ils le savent très bien, on peut être super intelligent sur ces architectures, avoir des gens qui ont fait le MVA Polytechnique ou des super écoles. À la fin, plus il y a de données, meilleurs sont les algos. C'est la conclusion du deep learning, on va dire, c'est qu'en général, more data, bit clever algorithm. Et plus de données, c'est plus d'infrastructure. C'est-à-dire que dès qu'on commence à avoir beaucoup de données, s'échanger entre data scientists, entre les gens qui labellisent et les gens qui stockent, entre la production et les data scientists, s'échanger les modèles, s'échanger les données, s'échanger les vérités terrain, ça devient un enfer. Et donc, plus de données, ça demande plus d'infra. Donc à chaque fois qu'on va augmenter nos données, augmenter nos datasets, augmenter nos trainings, on va s'intégrer de plus en plus sur le cloud. Et ça, si l'infrastructure n'est pas scalable, nous, notre conclusion, et ma conclusion profonde, c'est que vraiment, sans infrastructure scalable cloud, il n'y a pas d'intelligence artificielle. C'est-à-dire qu'on peut avoir tous les algos qu'on veut, si on est sur un notebook qui tourne en local, ça ne fera jamais qu'un beau prototype. Il faut labelliser, il faut traîner, il faut déployer, il faut versionner. Si on n'utilise pas une infra scalable et du cloud pour faire ça, pour nous, il n'y a pas d'intelligence artificielle, surtout pour une startup, parce que le coût de déployer ça on-premise sur des propres serveurs est absolument... il faut plusieurs millions d'euros pour avoir le moindre chose. Donc pour nous, c'est vraiment quelque chose qui nous a permis le cloud nous a permis de travailler absolument à une vitesse qui était inimaginable 10 ans avant, on va dire. Ce qu'il faut savoir aussi, c'est qu'on est dans des domaines, nous, gouvernement, un petit peu de défense, des infrastructures critiques, qui sont des fois réticents au cloud. Ce qu'il faut savoir, c'est que nous, on aime bien dire qu'il y a des gens dans notre domaine qui utilisent le cloud. La NGA, qui est la plus grande agence de renseignement géospatial américain, est en train de passer tout sur AWS. AWS a sorti son service de Ground Station qui permet,
quand des satellites prennent des images, qu'elles soient directement téléchargées sur le cloud. Donc nous, on est persuadés que le cloud, c'est, on va dire, indispensable pour scaler les applications comme les nôtres sur vraiment une grande échelle. Et en particulier chez les clients aussi, sur leurs propres données. Et pour finir, au niveau de nous, nos next steps, ce qu'on a dit, c'est qu'on on a commencé avec des petites instances, on a commencé à faire du bare metal, puis après on s'est de plus en plus intégré. On a commencé à tester Amazon SageMaker, avec, ce soit par une formation aussi sur notre temps libre, avec des choses qui sont assez sympas. Nous, on reste avec, on a encore cette contrainte qu'on a des trainings qui sont extrêmement longs, donc qui peuvent être extrêmement coûteux sur le cloud. Donc on est très partant d'abstraire le training avec des instances qui peuvent être des fois managées, des fois en spot, des fois avoir cette flexibilité du cloud pour optimiser les coûts, puisque les GPU, tout le monde le sait, ça coûte cher. Et ensuite, MXNet, ce qu'on a vu sur MXNet nous donne pas mal envie, que ce soit avec Keras ou que ce soit en vanilla, en particulier par les temps de training, parce que comme on le disait, nous, si on passe un training de 15 jours à 7 jours, ça nous fait gagner plusieurs milliers d'euros en fait, rien que sur un seul training. Donc c'est vraiment quelque chose qu'on va essayer de scaler dans le futur et continuer à le faire sur des infrastructures en s'intégrant de plus en plus dans les infrastructures AWS. Donc voilà, merci. Je laisse Julien reprendre la main. Et puis, si vous avez des questions, on a un stand. Et puis, n'hésitez pas à venir nous voir. Bravo. Merci beaucoup. Super. Bon, c'est pas mal, hein. Franchement, les images à 4 milliards de pixels, ça me plaît bien, ça. Ça me plaît bien. Bon, il faut un peu de stockage, mais ça tombe bien, on en a. Alors, pour finir, je voudrais justement vous parler un petit peu de comment utiliser TensorFlow et MXNet sur SageMaker, et puis on fera une ou deux démos rapides. Donc, ces frameworks et d'autres, hein, on parle de ces deux-là, mais il y a aussi PyTorch, Scikit et plein d'autres, sont vraiment des citoyens de première classe sur SageMaker. À chaque fois, pour chacun de ces environnements, vous avez des containers existants sur étagère pour faire l'entraînement et la prédiction. Ils sont d'ailleurs open source, hein, vous pouvez les récupérer sur GitHub, vous pouvez les builder, les tester localement, les customiser, les réutiliser en prod. Vraiment, c'est tout à fait ouvert. On supporte, l'objectif, c'est de supporter toutes les versions. Donc, on passe notre temps à courir après les dernières versions, mais généralement, on court assez vite. Donc ça se passe plutôt bien, et surtout, on rajoute un certain nombre de fonctionnalités. Donc par exemple, avec SageMaker, vous pouvez utiliser ce qu'on appelle le mode local, hein, c'est-à-dire vous pouvez entraîner votre modèle directement sur l'instance Jupyter, qui vous sert à expérimenter, sans démarrer des instances managées. Donc quand vous travaillez à petite échelle, vous pouvez travailler localement, et puis ça vous fait gagner du temps et de l'argent en n'utilisant pas d'infrastructure managée. On a ce qu'on appelle le mode script, que je vais vous montrer dans quelques minutes, qui en gros vous permet de prendre exactement le même code que ce qui tourne sur votre machine locale et de l'exécuter sur SageMaker, sans modification. Le training distribué, donc l'utilisation de plusieurs instances qui collaborent sur un même job, est configuré, il n'y a rien à faire, voilà, c'est juste dire que vous voulez 2, 3 instances. Vous pouvez streamer vos datasets depuis S3 vers les instances de training, ce qu'on appelle le pipe mode. Donc ça vous permet d'avoir des datasets de taille infinie. Vous n'êtes pas du tout limité par le stockage qui est disponible sur les instances d'entraînement. TensorBoard, qui est une appli de visualisation, est disponible. Donc vous pouvez voir vos courbes d'entraînement, vérifier vos métriques. Et puis comme on l'a déjà dit, on a Keras qui est parfaitement supporté. Pour MXNet, c'est vraiment la même chose. On a des containers, on a le mode local, on a le mode script, on a le training distribué. Donc vraiment, l'objectif, c'est de prendre ces frameworks, d'optimiser les perfs, hein, comme j'en ai parlé tout à l'heure, et ensuite de les containeriser, de les mettre à disposition sur SageMaker pour que tout ce que vous ayez à faire, c'est amener votre code et pas vous soucier ni de l'installation de ces librairies, ni du paramétrage, ni de l'infrastructure sous-jacente. Alors, on va faire une petite démo. Alors, je suis désolé, moi j'ai des petites images. Donc, parce que il faut des démos avec des temps acceptables. Mais je pense que c'est quand même intéressant. Donc, ce que je vais vous montrer, c'est comment utiliser le même code Keras avec les deux back-ends, TensorFlow et MXNet. Okay. Alors, on verra, il y a une nuance,
c'est vraiment la façon dont on sauve le modèle. Parce que dans un cas, on sauve un modèle MXNet, dans l'autre, on sauve un modèle, TensorFlow. Mais c'est vraiment tout. Donc je vais entraîner un modèle de classification d'images sur un dataset qui s'appelle FashionMNIST, qui est un dataset qui a été conçu par Zalando, qui est un remplacement pour MNIST, hein, que vous avez certainement déjà vu. Donc on a 60 000 images, 10 catégories, des petites images noires et blancs. Voilà, tout simple, 28 pixels par 28 pixels. Okay, donc ici, je travaille dans un notebook SageMaker, donc je vais commencer par importer le SDK. Je vais télécharger mon dataset, et je vais ensuite l'uploader dans S3. Bon, parce qu'ici, je n'ai pas de filtrage à faire, je n'ai pas de pré-processing, hein, le dataset est propre, il est ce qu'il est. Donc j'ai mon dataset d'entraînement et mon dataset de validation dans S3. Bon, et puis j'ai, alors ici, hein, c'est la version, je vais vous la montrer là, c'est peut-être plus clair, voilà. Donc ici j'ai mon script, hein, qui est un script Keras, tout ce qu'il y a de plus normal. Le seul truc auquel il faut prêter attention, c'est que ce script soit capable d'accepter quelques paramètres, alors en particulier celui-ci, hein, qui est un paramètre qui va indiquer à quel endroit sauver le modèle, et puis quelques autres paramètres tout simples, que je vais chercher dans des variables d'environnement. Donc, combien de GPU sont disponibles sur la machine, où est le dataset d'entraînement, où est le dataset de validation. Donc, à partir du moment où vous écrivez votre code comme ça, vous allez pouvoir l'amener sur SageMaker super simplement. Donc ensuite, qu'est-ce qu'on fait? On charge le dataset. Qu'est-ce qu'on fait? On fait une petite normalisation. Voilà. Ensuite, on construit le réseau. Donc, c'est un réseau à convolution tout simple. Si jamais on a plusieurs GPU disponibles, on peut appliquer des optimisations. Ensuite, on compile le modèle. On rajoute un peu de data augmentation. Hein, donc, on va générer automatiquement d'autres images un petit peu déformées pour rendre le modèle plus résilient. On l'entraîne, on affiche les perfs, et puis ensuite, on le sauve. Donc, on sauve un modèle prêt à être servi par TensorFlow Serving. Donc ça, c'est vraiment un script que vous prenez, vous le mettez sur votre laptop, il tourne. Et la meilleure preuve, c'est que voilà, si je l'exécute comme ça, si j'appelle le shell sur Jupyter et que j'exécute mon script, en ayant défini les quelques variables nécessaires, il s'exécute. Donc ici, je l'entraîne juste pour une époque, hein, juste pour tester. Bon, je vois que pour une époque, mon réseau s'entraîne. C'est comme si je l'avais testé vraiment localement sur un laptop. Alors ensuite, si j'ai envie de tester ce code dans l'environnement TensorFlow de SageMaker, dans le container TensorFlow, je vais utiliser ce que j'appelle le mode local. Donc ici, j'utilise l'objet TensorFlow du SDK SageMaker. Je passe mon script sans aucune modification. Et je lui dis, écoute, tu vas l'entraîner sur le type d'instance locale. Donc là, je vais vraiment entraîner sur mon instance de notebook, mais avec le container TensorFlow, ce qui n'était pas le cas dans le premier exemple. Bon, ici, je l'entraîne aussi juste pour une époque pour vérifier. Donc ça me permet de vérifier que ce code, sans modif, s'exécute dans le container TensorFlow, il n'y a pas de problème. Et puis ensuite, si j'ai envie d'entraîner pour de vrai, à l'échelle, le seul changement que j'ai besoin de faire, c'est ça. C'est-à-dire maintenant, au lieu d'entraîner localement sur l'instance de notebook, tu vas l'entraîner sur une P3 de XL, donc avec un GPU NVIDIA. Donc tu vas créer cette instance, tu vas charger le container TensorFlow, injecter mes paramètres, etc. etc. Donc là, j'ai vraiment juste changé ça. Et du coup, je peux entraîner un petit peu plus longtemps. Donc je vois mon entraînement qui se déroule. Ça dure 355 secondes. C'est ça que je vais payer. Je vais payer 355 secondes de P3 de Excel. Donc, je n'ai pas besoin d'aller acheter des GPU qui coûtent un bras ou les deux bras. Là, je peux avoir à la demande tout ce dont j'ai besoin et payer à la seconde. Bon, et puis j'ai une précision d'à peu près 86%. Alors, je n'ai pas essayé d'optimiser. Bon, pour tester, ça devrait suffire. Ensuite, je peux déployer ce modèle en une ligne de code. Donc, juste le déployer sur une C5 de XL. Donc, une fois de plus, SageMaker va créer cette instance, charger le container, le modèle, créer un endpoint HTTPS sur lequel ensuite je vais pouvoir poster des images et récupérer des prédictions. Donc j'ai une vraie URL à disposition que je pourrais invoquer depuis n'importe quelle appli. Bon, mais histoire de continuer à faire simple, je peux aussi appeler l'API predict du SDK, donc qui va faire le HTTP post. Donc ici, je prends 10 images du dataset, un peu aléatoirement,
et je les poste sur le endpoint, et puis je compare les prédictions avec la réalité. Okay, bon, et je vois que, grosso modo, c'est pas mal. Je crois qu'il n'y a pas d'erreur. Hein, c'est un petit coup de chance. De temps en temps, il y a une petite erreur. Hein, on n'a que 85% de précision. Mais ici, on a prédit les bonnes catégories pour les images. Okay, donc vous voyez, sans modification, j'ai pris mon code TensorFlow. À partir du moment où j'accepte les arguments que SageMaker va me passer, eh bien, je peux vraiment utiliser le même code localement et sur SageMaker. Okay, et si j'ai envie d'essayer un autre back-end, comme disait Renaud tout à l'heure, si on a envie de le basculer sur un Mixnet, la seule chose qui va changer, vraiment, voilà, c'est à la fin, au lieu de sauver un modèle TensorFlow, je vais sauver un modèle MXNet. Okay, et c'est tout. Et j'ai une ligne à changer, enfin 2 lignes à changer dans un fichier de configuration de Keras. Si j'utilise EC2, si j'utilise les environnements SageMaker, j'ai rien à faire, c'est fait automatiquement. Okay, et donc vous voyez ici, la seule différence, c'est que je vais utiliser l'objet MXNet et pas l'objet TensorFlow. Je vais lui passer donc, le même script, modulo les 3 lignes à la fin pour sauver dans un format différent. Tout le reste du code est identique. Et ben voilà, je peux entraîner exactement de la même façon. Okay, donc j'obtiens, bon là c'est assez anecdotique en termes de précision. Hein, il ne devrait pas y avoir de grosses différences entre MXNet et TensorFlow. Bon, on est allé quelques secondes plus vite, mais sincèrement, bon, sur des petits modèles comme ça, ce n'est pas très significatif. Hein, l'accélération, on la verra sur des modèles plus complexes. On peut déployer de la même façon et prédire de la même façon. Okay, et là aussi, j'ai l'impression qu'on est pas mal. Voilà. Bon, ben, j'ai eu de la chance avec ce training-là, je n'ai pas d'erreur. Okay, et une fois qu'on a fini, ben, on peut effacer ces endpoints. Et voilà, et cesser de payer pour les endpoints. Si j'ai envie de les remonter dans 10 minutes, ben je les remonterai dans 10 minutes. Okay, donc vous voyez, avec ce SDK SageMaker, on va très vite de l'expérimentation au training, au déploiement, quelle que soit l'échelle. Et dans le cas particulier de Keras, on peut utiliser Keras aussi bien dans le container TensorFlow que dans le container MXNet, vraiment avec le même code, modulo la sauvegarde du modèle qui évidemment est spécifique au back-end que vous utilisez. Ok, donc voilà, je te fais un prix sur le notebook. Mais voilà comment on peut le faire vraiment simplement. Okay, alors, j'ai mentionné tout à l'heure Gluon, hein, qui est un des toolkits inclus dans Gluon CV, pardon, qui est un des toolkits inclus dans Gluon. Hein, donc Gluon CV pour Computer Vision, Gluon NLP pour Natural Language Processing. Mais comme on a vraiment une session qui a un sacré goût de Computer Vision, je vais vous montrer comment utiliser Gluon CV. Donc ici, je vais le faire directement dans le notebook. Hein, je n'ai pas besoin d'utiliser SageMaker. Donc vous pourriez prendre exactement ça sur votre notebook Jupyter et ça marcherait pareil. Donc ici, j'ai une instance de notebook qui a un GPU. Donc j'importe MXNet et Gluon. Je décide d'utiliser le GPU. Hein, si je voulais utiliser le CPU, je dirais CPU 0, tout simplement. Okay, donc je vais télécharger un modèle à partir de la collection de modèles de Gluon CV. Donc ici, j'utilise une architecture MASC RCNN qui est globalement à l'état de l'art, qui va me faire de la segmentation et de la détection. Okay, et elle a déjà été entraînée sur un dataset qui s'appelle Coco, qui est capable de reconnaître toutes ces différentes catégories d'objets. Okay, donc ensuite, je vais récupérer une image. D'accord, donc je récupère une image depuis Internet, c'est tout ce que je fais. Voilà, je l'affiche. OK, très bien. Pour l'instant, pas grand-chose. Je vais la transformer, je vais appliquer des réglages pour que cette image ait subi le même traitement, le même pré-traitement que les images qui sont dans le dataset Coco, tout simplement. Okay, donc là, je fais juste un redimensionnement et un petit peu de pré-processing, mais c'est fait automatiquement par cette API. Et puis ensuite, avec cette ligne-là, bah, comme vous le voyez, je passe l'image à travers mon réseau, okay, et je vais récupérer une liste de classes, une liste de scores pour chaque instance détectée, une liste de bounding box, donc de rectangles, et puis une liste de masques, parce qu'effectivement, j'ai fait aussi de la segmentation. Okay, je n'ai pas compté les lignes de code, hein, mais je pense qu'on en est à 5, d'accord, sans compter le chargement de l'image. Okay, donc je peux afficher les 10 scores les plus élevés. Donc je vois, j'ai 2 instances détectées à quasiment 100%, donc j'ai envie d'afficher celle-là. Bon, les autres, c'est moins net. Okay, bon. Donc je me dis, OK, j'ai envie d'avoir vraiment un score, la confiance maximum.
Donc je vais juste prendre les masques qui correspondent à ces deux instances détectées à 99%, ok, et je vais juste prendre les bounding box, idem, détectés à 99%. ok. Donc j'appelle ces deux API pour filtrer mes résultats, et voilà l'image en question. Donc on voit effectivement, on a à la fois la segmentation, c'est-à-dire les deux silhouettes, ok, et vous voyez que c'est assez fin, hein. Par exemple le manche de la guitare, il n'est pas inclus dans le masque, donc on considère que ce n'est pas une personne, hein. La personne, ce n'est pas le manche de la guitare, c'est juste la silhouette de la personne, et puis on a les deux bounding box qui nous donnent aussi la position globale de l'objet. Okay. Donc voilà comment, littéralement, en 10 lignes de Python, on télécharge un modèle quasiment à l'état de l'art, pré-entraîné, et on s'en sert pour faire de la détection de la segmentation. Demander à Renaud le travail nécessaire pour faire ça à partir de zéro, c'est autre chose, hein, c'est autre chose. Donc si jamais ces modèles-là et ces classes-là correspondent globalement aux problèmes que vous devez résoudre, ben vous pouvez vous en sortir avec 10 lignes de code. Si vous avez besoin de faire un peu de transfer learning, vous pouvez prendre ces modèles et les réentraîner un petit peu sur vos propres classes d'objets. Okay, mais en aucun cas, à mon avis, vous aurez besoin, sauf cas extrême, de repartir de zéro et de tout réentraîner. Donc voilà, ça c'est Gluon CV, donc c'est un des toolkits disponibles autour de Gluon. Okay. Donc si vous voulez démarrer, voilà les bonnes ressources. Donc le free tier, hein, puisque SageMaker fait partie du free tier, donc vous pouvez tester SageMaker gratuitement jusqu'à un certain niveau, les pages avec les services, le SDK SageMaker qui est sur GitHub, les exemples, hein, donc on a une collection d'exemples très profonde, il y a au moins une centaine de notebooks maintenant, sur les différents algos intégrés, les différents frameworks, donc je vous incite vraiment à aller jeter un œil. Et puis mon blog sur Medium et mes notebooks sur GitLab si vous voulez encore un peu plus de contenu et d'autres exemples. Voilà, merci beaucoup. Je vous remercie beaucoup Renaud de nous avoir rejoints aujourd'hui. Merci beaucoup. Vraiment un cas d'usage super impressionnant. Si vous voulez rester en contact, n'hésitez pas à me contacter sur Twitter. Voilà, si vous avez des questions, si vous construisez des trucs sympas et que vous voulez les partager, c'est avec plaisir. Et surtout, n'oubliez pas de noter la session, le feedback est important. Et je vous souhaite une très bonne fin de journée et puis je vous donne sûrement rendez-vous pour le Summit l'année prochaine. Et j'espère d'ici là qu'on se reverra dans d'autres événements. Merci beaucoup et à bientôt.